bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Salut les marques et salut les smarts. Salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui schwingue, qui dégouline, qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Mais pas que, parce que des fois, on s'intéresse aussi à la All Elite Wrestling, et ça, c'est toujours dans le cadre de la baston du mercredi. Donc oui, vous avez bien deviné, préparez la trousse à pharmacie, vous êtes bien dans la baston du mercredi de la team catch-up. Je suis votre dinosaure que dit, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette baston du mercredi, et une baston qui n'est pas n'importe laquelle des bastons, car c'est la 14e édition des bastons. Alors tremblez, peuple de catch-up, parce que est-ce que la malédiction du 14 s'abattra sur la team catch-up? Vous le saurez en écoutant cette review qui va débattre des NXT et AEW Dynamite du 14 octobre 2020. Avec moi, mon tag team partner, ou qui sait peut-être mon ennemi juré pour cette review, mon ami Papy. Salut Papy, ça va? Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, je bastonnais avec toi, je te cassais la figure, méfie-toi. Yeah. Ça va saigner des yeux, ça va saigner les oreilles, ça va saigner de partout là. Méfie-toi, ça va être violent. Ah oui, ça va être violent, je te l'annonce, parce que ça va être une émission dense. Il y a des chiffres, il y a des ratings, il y a du spectacle, il y a des anniversaires, il y a du pugilat, il y a de la bagarre, il y a de la baston. Bref, c'est la baston du mercredi. Donc, on va y aller fort. On va y aller fort en commençant par les scores, puisque je vais vous donner nos scores. Nous sommes donc dans la 14e édition. Donc, 13 nous ont précédés, qui nous donnent un chiffre de 6 victoires pour la AEW, 4 victoires pour la NXT, 3 matchs nuls, et la baston numéro 13, qui n'avait opposé autre que votre serviteur et le papy, déjà à l'époque, hein, souvenez-vous, eh bien, nous avions donné un match nul pour la hashtag 13 des bastons du mercredi, mon papy. Alors, du coup, comme on avait terminé en match nul celle-ci, comme là, il y a un événement un peu spécial avec la All Elite Wrestling, parce qu'en même temps, c'est le bilan des 1 an de la fédération de Tony Khan et Cody Rhodes. Alors, on va attaquer avec NXT. On va rentrer directement dans le dur, dans le sujet. C'est donc le NXT 425 qui se passe donc plus à la Full Sail University, mais bien au Capital Wrestling Center. Donc, comme on ne s'est pas eu depuis un petit moment le catch-up pour cette baston, on va rappeler un peu les fondamentaux, comme dirait l'autre. Donc voilà, toujours en Floride, à Orlando, aux USA. NXT ces derniers temps s'est équipé. La dernière fois qu'on s'était parlé, mon papy, pour la baston, il n'y avait pas encore le système un peu Thunderdome pour NXT. Non, on l'avait pas encore. Par contre, j'en avais parlé, je crois, avec Raphaël pour l'analyse de Takeover. Ah ouais, bien joué. C'était la première fois que c'était mis en place le truc machin bidule wrestling là, que j'ai oublié le nom. Le Capital Wrestling Center. Capital Wrestling Center, tout à fait. Tout à fait. Bah voilà, écoute, le show démarre avec un récap un peu. NXT, ils le font régulièrement, ça. Maintenant, les mercredis commencent toujours avec une petite récap de 2-3 minutes de ce qui s'est passé dernièrement. Et on va attaquer direct avec un match par équipe qui va déterminer les nouveaux contenders pour le championnat par équipe de NXT. Donc, on revient un peu sur la Tag Team Division de NXT. Ce match va voir s'affronter les Undisputed Era avec Roderick Strong et Bobby Fish, qui vont rencontrer Oney Lorcan et Danny Burch. Alors, ce match est pour une opportunité en sachant que les champions, c'est les Breeze and Go. Il ne faudrait pas l'oublier, comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc, les Breeze and Go sont les champions à NXT. Et Imperium est un peu oublié pour l'instant, un petit peu. On verra que pas tant que ça. Mais du coup, on va avoir un match solide face à des mecs qui se connaissent bien parce qu'ils se sont rencontrés quand même assez souvent. Mais un opener assez costaud de 13 minutes 26 où ça va bien envoyer. On notera que Kyle O'Reilly est quand même présent malgré son espèce de face turn un petit peu étrange. On en reparlera peut-être, quoi. Mais c'est un match bien solide, quoi, de 14 minutes, quoi, qui tient bien la route pour attaquer ce show. Et voilà, à la fin du match, va voir les Oney Lorcan appliquer un DDT sur Strong.
Mais pendant que Lorcan en fait fait le tomber, Fish va intervenir. Roderick Strong il va en profiter pour porter son gros coup de genou sur Lorcan pour la victoire. À la fin du match, Kyle O'Reilly va même venir célébrer avec ses deux potes de la fraction. Et les Breezango vont venir faire un coucou. Et les deux équipes vont s'échanger des mots doux, tous en se faisant des bisous. Bref, tout va bien dans la Tag Team Division de NXT. Roderick Strong, Bobby Fish, l'Undisputed Era sont les nouveaux number one contenders pour le championnat des équipes de NXT. Que va nous en dire le papy? Bah, il va en dire que c'est bien un petit match de tag team pour démarrer un show. C'est dynamique, ça envoie de partout. Les mecs qui rentrent à 12 sur le ring, on comprend rien. Mais bon, c'est bien, c'est ça, c'est la tag team. C'est une division qui vit, ça fait plaisir, hein. Ça nous change du main roster. Bah, comme tu l'as dit, hein, c'est deux équipes très habituées à s'affronter l'une contre l'autre. Même si la Undisputed Era, ça fait que récemment, je crois que c'est une version Fish Strong. Ça a quand même été longtemps une version Fish O'Reilly en termes de binôme de team. Mais bon, en tout cas, c'est des mecs pareils qui sont ultra expérimentés, donc bah, c'est bien. Moi, j'aime bien les one-two, là, les Lorcan et Burch, mais ce serait bien un jour qu'ils fassent autre chose que des mecs qui sont presque bons, mais qui perdent quand même à la fin. Eh Mais ouais, bon, ils voilà. Donc, perdent tout le temps, sans arrêt. bah ouais, mais bon, en tout cas, si un jeu pouvait pouvoir un push, ça me ferait plaisir quand même pour eux, mais le Henrik était plutôt sympathique à voir, comme souvent avec ses équipes. William Regal va lui expliquer qu'elle va laisser quelques jours au champion pour se remettre un peu et voir comment la situation va évoluer. Derrière, on va avoir une promo, une interview même d'Ember Moon qui va nous dire que voilà, que c'est pas un secret que 2009 n'avait pas été une bonne année pour elle à cause de la blessure et tous les problèmes qu'il y a. Mais elle est de retour à NXT. Et elle paraît, elle devait aller à Raw ou à SmackDown, mais finalement, elle a écarté l'idée. Elle a décidé qu'elle allait rentrer à la maison, qu'il y avait une meilleure énergie, que c'était la meilleure division féminine du monde, et je suis pas loin de penser la même chose qu'elle. Voilà, elle va interpeller la championne Yoshirai, parce que c'est elle qui est au sommet. Donc quand elle a quitté la NXT, c'était avec Yoshirai. Donc voilà, là c'est nouveau. Elle revient. Et voilà, et donc du coup, elle s'en fout de qui elle va devoir affronter pour parcourir ce chemin. Mais voilà, toutes les routes qui l'ont amenée à NXT, mais c'est sa loi à elle qui va la conduire à reprendre son titre. Alors, mon petit papy, je crois qu'on a eu une petite coupure son. J'ai oublié j'ai pas entendu le début de ta phrase, mais bon. Ah ouais, je parlais juste des coulisses, en fait, si tu veux, des nouvelles de Finn Balor sur le fait que William Regal gardait sa décision en suspens Oui. avant de lui retirer le titre, et puis de la promo de Ember Moon qui annonce donc son retour et qui attaque direct par la case Title Picture puisqu'elle en veut directement à Yoshirai. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, alors elle en veut tout en disant qu'elle était consciente du fait que son passé à NXT comptait pas et qu'il fallait qu'elle refasse ses preuves dans NXT. Donc je pense qu'elle fera des matchs intermédiaires. Enfin, en tout cas, moi, j'ai compris ça comme ça, sa version des faits. Oui, Mais parce ouais, qu'elle a présenté toutes les autres filles en les présentant comme des dangers potentiels. donc je pense qu'elle va se cogner, peut-être pas une à une, mais au moins les principales, avant d'affronter Shirai. Enfin, j'espère, ça permettra elle aussi de reprendre le rythme. Pour Finn Balor, bah ouais, alors c'est surprenant qu'ils enlèvent pas tout de suite le titre parce que généralement, quand il y a des blessures comme ça de plusieurs semaines, ils ont tendance à vite le retirer. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils savent que ça durera 2-3 semaines max, ou est-ce que c'est parce que bah, c'est Finn Balor et que si tu le retires en plus à lui après l'avoir retiré avec Ryan Cross, etc., ça risque de faire beaucoup de pertes de titre sur blessure et qu'ils ont peut-être besoin d'un champion qui dure un peu côté NXT. Je ne sais pas, mais en tout cas, je croise les doigts en tout cas pour que Finn Balor garde le titre parce que mine de rien, tu l'enlèves à lui, ça va commencer à couiner un peu pour trouver une tête d'affiche pour le show jaune et noir, hein. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, welcome back Ember Moon. On va voir un peu ce qu'elle a déjà un peu montré ce qu'elle faisait dans le ring là, puisqu'elle avait déjà eu un combat la semaine dernière dans un tag team. Donc on va voir. C'est une bonne nouvelle pour la division féminine de NXT qui n'a pas forcément besoin du retour de Ember Moon spécifiquement pour aller bien. Mais voilà, c'est une carte supplémentaire et ça pourra nous donner des matchs spectaculaires à l'avenir. Écoute, mon papy, on va passer à d'autres choses là, puisqu'on va passer à un match entre Jack Atlas et Ashante Adonis, qui sont des cruiserweights. On va vraiment les classer là-dedans. Qui vont s'affronter dans un match. Alors, j'étais assez étonné parce que c'est un match qui a duré 1 minute 50. Donc, qui s'est terminé sur un roll-up pour une victoire de Jack Atlas. Parce que Adonis, voyez-vous, qui s'était un peu incrusté dans quelques segments avec les cruiserweights, et en l'occurrence Santos Escobar, qui est le champion en titre actuel de NXT au niveau cruiserweight,
le Adonis, il est surpris par l'arrivée de Joaquin Wilde et de Raúl Mendoza. Voilà, la Legado del Fantasma qui va attaquer Adonis, quoi. Atlas du coup, va venir aider son adversaire. Il va venir faire le sauvetage, mais Santos Escobar va venir aider ces deux mecs. Ça va s'approcher du ring. Du coup, dans le ring, il va y avoir un troisième larron, en l'occurrence le Isaiah Serve, qui va débarquer dans le ring, dans le côté opposé, avec une chaise. Lui aussi, le salaud, avec une chaise. Ah vrai. Du coup, il va amener la faction mexicaine à reculer de peur face à cette chaise terrible. Alors, si vous avez écouté la review de SmackDown, vous comprendrez pourquoi nous insistons sur ces chaises, mon beau papy. Elles nous poursuivent partout. Ah ouais, c'est le gimmick en ce moment à la WWE. Les chaises sont partout. Et voilà, donc sauvetage. Finalement, donc on s'attend maintenant à une espèce de guerre interne entre le clan, le Legado del Fantasma et Adonis, Atlas et tout ce beau monde et Swerve Scott. Voilà, on nous met un clan face, un clan heel et on essaye d'occuper un peu la Cruiserweight Division comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, papy? Oui, alors il part de très loin là parce que Ah ouais. autant Il y a du boulot. les Legado des Fantasma, je veux bien avoir un minima d'intérêt pour eux. Alors, autant les trois autres en face, waouh, Adonis, Atlas et Swerve Scott. C'est fou, À tes souhaits. pour m'intéresser, il va falloir qu'ils y aillent franco là. Bon, je sais pas quoi dire d'autre. Atlas, il profite de l'intervention pour placer un roll-up de Hill, mais il est face 2 secondes plus tard. Je ne sais que dire d'autre. C'est pas ça me passionne pas pour l'instant, et j'ai peur que ça ne me passionne pas avant un bout de temps. Mais bon, on va croiser les doigts. Il y a peut-être un truc C'est un miraculeux truc. qui se fait. Ouais, c'est un truc no catch quoi en plus quoi. Genre, on nous présente même pas un match. Voilà, Atlas et Adonis se regroupent naturellement face à la menace de la Legado del Fantasma et il y a un non-match quoi. Donc voilà, un truc de 1 minute 50 qui amène rien, qui sert à rien. Donc ouais. Alors il semblerait que 205 Live a l'air de beaucoup plus s'orienter justement par rapport à NXT. Il y avait des témoignages dans le Discord là d'amis Discorders. Salut les Discorders du peuple de catch-up qui parlait voilà, et qui expliquait du fait que 205 Live prenait un tournant vraiment de plus en plus vers la branche noire et jaune. Ouais, après leur champion, il est chez NXT, donc tu peux comprendre que Oui, le show Cruiserweight, il commence à regarder un peu du côté de son cousin. voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, ainsi ça se termine. Là, on va passer sur des amis dans un petit segment backstage avec Johnny Gargano et Candice LeRae qui sont dans les vestiaires avec Kenzie Mitchell, qui vont évoquer le match parce qu'ils vont avoir un match ce soir. Et Gargano rappelle encore et toujours qu'ils sont le power couple, que c'est leur destin d'être champion. Et que donc ça, c'est en train de se tramer pour Halloween Havoc, pour le prochain takeover, je ne sais quoi. Mais bref, ça va se lancer. Et ce soir, Johnny Gargano, il va affronter Austin Theory. Alors là, bon, on va avoir un match beaucoup plus sérieux que le précédent, puisqu'on va avoir un match de 11 minutes. Un Gargano pas tant dominant que ça, en particulier dans les 5-6 premières minutes. Alors bon, tu me diras ce que tu en penses, quoi. Mais Austin Theory, par moment, moi, je vais peut-être faire pousser des hauts cris, mais il me fait penser un petit peu à Chris Benoit sur certains aspects, sur un aspect morphologique, sur la mâchoire, sur voilà. Après, attention, je ne le mets pas dans la même catégorie au niveau du Healing Ring et de tout ce que représente le personnage Chris Benoit, mais je trouve que voilà, il y a certaines similitudes morphologiques et il m'apparaît en tout cas à moi comme largement supérieur physiquement à un Johnny Gargano. Et du coup, sa domination, elle est plutôt bien vue. Et elle est tellement bien vue qu'au bout d'un moment, moi, j'en étais à me dire, vas-y, Austin, il faut que tu gagnes ce match. Je suis d'accord. Et ça serait bien que tu gagnes ce match. Et Oui. voilà. Mais finalement, retournement à partir de la 7-8e minute, on va dire, allez, où là, Johnny Gargano va commencer à mettre en place son catch de heel, va faire de plus en plus de saloperies, va ralentir le tempo un max. Et vu l'athlète qui est Austin Theory, c'est plutôt bien joué de sa part. On ne peut pas lui reprocher ça. Finalement, il va même se moquer pas mal de son adversaire. Il va pas mal taunter le Gargano. Je pense que ça a dû te défriser un peu, mon ami Papy. Et il va placer un One Final Beat pour assommer son adversaire pour le compte de 3. Après le match, la foule en délire, dans les cris enregistrés de la WWE, eut le vainqueur. Mais ça a beau paraître surprenant, mais l'échange de
regard finalement à la fin du match entre Gargano et Theory laisse à penser qu'il y a une sorte de respect qui s'installe entre eux. Ce qui serait pas forcément étonnant puisque Austin Theory depuis son retour à NXT est plutôt présenté comme un heel. Mais pour l'instant c'est plutôt un smooth heel quoi on va dire. Voilà, donc victoire de Johnny Gargano en 11 minutes. Mon papy, parle-nous de ton favori de NXT. Ah, mon favori de NXT qui s'impose à l'issue d'un match qui était pas si déplaisant que ça. Je t'avouerai que pour une des victoires de Gargano, j'ai quand même apprécié plutôt le match. Parce qu'effectivement, Austin Theory m'a semblé très très puissant, très fort. Alors moi, c'est marrant, j'ai une autre comparaison qui m'est venue en tête, qui va certainement faire hurler aussi d'autres personnes, notamment de chez l'équipe Ketchup. Parce que moi, il me fait penser à un John Cena jeune, l'ami Theory. Genre ultra Ah, et par contre, comme John Cena, jeune, j'ai l'impression qu'il faut un peu le dégrossir un peu en termes de lui trouver un peu de personnage, un peu de qu'il se trouve une petite personnalité. Mais par contre, ouais, physiquement, il est très, très au point. Il a des prises assez spectaculaires aussi. Il a même piqué des prises à un moment, je crois, à Gargano et si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est plutôt ouais, moi je l'ai vu comme ça et du coup, bah, le fait la fin avec en plus le respect entre les 2, bah, ça m'a rappelé un peu les débuts de Cena qui amène, Angle à la limite et puis après qui a le respect du Taker, si je dis pas de bêtises. ouais, Bon c'est ça, bref, ouais. tout ça, ça m'a fait penser à ça parce que Theory, si je dis pas de bêtises, il est tout gamin quoi, il a 23 ans, 24 ans, un truc comme 22, ça? 22 ans, 23 ans, ouais, 22 c'est ans, ça, ouais, ouais. donc Ouais, il est ouais. tout gamin donc voilà, qui se trouve un personnage, Austin Theory et une fois qu'il aura trouvé son personnage, je dis que ça peut faire quelque chose de sympa. Il faut signaler qu'il a eu un premier passage dans le main roster, hein, où il a été un temps disciple de Seth Rollins, le Monday Night Messiah. Oui, Voilà, ça n'a pas duré très très longtemps au final. Il est revenu, il a eu un espèce de mini traversée du désert au cours de l'année 2020. Et là, il est de retour à NXT et il a l'air de globalement s'installer. Hein. ouais, il était même dans l'équipe des Latinos au départ. Au départ, je Oui, crois oui, qu'il oui, a oui. il a WrestleMania d'ailleurs du coup, parce que vu qu'il y avait tout le monde qui était tombé, malade et cetera, c'est lui qui a catché je crois à WrestleMania pour, les ceintures tag team si je dis pas de conneries. Ou je sais plus. Enfin en Il me semble, tout ouais. Enfin, il me semble, c'est ouais. à cette époque-là qu'il y était en tout cas et après effectivement pour être récupéré par Rollins. Bon il Bah, a voilà, il on a tenté laissera, une première fois, ça a pas marché mais il se rattrapera. on laissera le peuple de catch-up faire le fact-checking dans les commentaires sur la carrière d'Austin Theory en cette année 2020. Et on vous promet, on se rattrapera la prochaine fois. On étudiera plus sa fiche Wikipédia. Voilà, on sera meilleur. Mais c'est bien, c'est un jeune, voilà, il est totalement dans le truc de NXT. Il affronte l'une des stars voilà, du programme, de toute façon, hein, l'un des mecs les plus établis de la branche noire et jaune. Donc bon, il perd dans un match en 11 minutes. En ce moment, on est en train d'installer voilà, l'aura du power couple Candice LeRae et Johnny Gargano. Il y a le fameux pay-per-view, puisque voilà, tout cet épisode de NXT va tourner un peu sur la préparation du booking à Halloween Havoc, qui va se dérouler le mercredi 28 octobre, qui sera donc un épisode NXT plus, qui sera sous le hosting de Shotzi Blackheart, puisqu'on va arriver là-dessus. Elle sera la host et pourtant, ce soir, elle va avoir un match face à Candice LeRae. Après Gargano, mon cher papy, on enchaîne avec Candice LeRae. Et voilà, C'est dur. un match pour le number one contender de Yoshirai. Alors, sachant que Shotzi Blackheart était l'host, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre qui arrive là? Et là, en fait, on va avoir un match de 12 minutes, un match féminin qui a bien envoyé, avec une résistance que moi, j'avoue que j'étais assez surpris de Shotzi Blackheart. Je ne m'attendais pas à ce que sur un match un peu plus long comme ça, elle en montre autant. Donc j'ai été assez surpris de ce match-là pour une fois. Jusqu'à présent, elle ne m'avait pas tellement convaincu. Et là, je dois reconnaître que, bon, alors elle est face à une Candice LeRae qui techniquement est au point. Donc du coup, on a un match plutôt pas mal du tout, quoi. Et Candice LeRae est dans la vibe. Candice LeRae, son mari qui a gagné, et ben elle décide de faire la même chose et elle va battre celle qui va animer Halloween Havoc, avec l'aide quand même de Indy Hartwell qui va lui passer un petit objet sympatoche pour que LeRae l'utilise pour frapper Blackheart avec et finalement gagner le match, parce que bon, on reste quand même une heel. Hein. Après le match, les fans elles vont huer Candice LeRae et celle-ci va du coup rendre le point américain, puisque c'était un point américain à Indy Hartwell. Le match de championnat est confirmé pour Halloween Havoc. Donc du coup, on termine ce segment avec un truc entériné. En l'occurrence, Candice LeRae affrontera Yoshirai à Halloween
Avoc. Alors, papy, ce match féminin, sachant que juste pour compléter la case division féminine, il y a eu un petit segment en coulisses où il y a Raquel Gonzalez qui s'est exprimée bien évidemment sur Rhea Ripley. Elle en a marre que celle-ci se pavane, quoi, fasse la grande, quoi, comme si elle dirigeait la place à NXT. Et donc, elle lui lance elle-même un défi pour Halloween Havoc. L'Australienne, qui était pas loin de la faire, a tout entendu, hein, elle n'est pas contente, mais elle accepte bien évidemment le challenge. Donc, en l'espace de un segment et un match, mon cher papy, NXT nous a booké les 2 matchs féminins de Halloween Havoc, en l'occurrence Rhea Ripley versus Raquel Gonzalez et Candice LeRae versus Yoshirai pour le titre de NXT. Alors, tout ça, c'est plein d'infos, mon papy. Alors, comment tu tries tout ça? Eh ben, ça en fait des choses. Ça fait 2 matchs féminins de bouquet d'un coup, là, c'est surprenant. Bon, Raquel Gonzalez et Rhea Ripley, ça fait quand même des semaines qui se tournent autour parce que même moi, en ayant raté quelques semaines, je sais pourquoi elles se tournent autour. Donc, ça devait se faire, bah, tant mieux que ça se fasse et que, bah, qu'ils en finissent. À la limite, ça peut faire un point final entre à leur rivalité, pourquoi pas. Heu bah, Shotzi Blackheart contre, Candice LeRae. Bah, j'étais surpris parce que moi j'aime pas trop les 2 catcheuses, hein. Je le dis tout de suite, je suis pas fan ni de l'une ni de l'autre. Je trouve qu'elles sont, bah, Candice LeRae, je trouve qu'elle a pas grand chose à apporter, même si son passage heel est un poil plus intéressant et Shotzi Blackheart, je la trouve un peu trop brouillonne pour l'instant, mais bon bref. Et pourtant c'était plutôt un match, solide entre les 2. Alors la fille qui est arrivée à la fin là, Wendy ou Warkel, je sais pas quoi, je sais absolument pas qui c'est. Je sais pas si tu pourras m'éclairer dessus pour me dire, pourquoi cette fille était en tribune et pourquoi elle a aidé Candice LeRae. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt plaisant. Puis ça boucle des matchs pour dans 2 semaines. C'est bien, c'est un peu pay-per-view, mais ça commence à ressembler à un show avec une grosse affiche, ce Halloween Havoc, quoi. Indy Hartwell, en fait, tu sais, c'est celle qui a livré la télé après avoir cassé la télé. Enfin, après que la télé soit été cassée dans un segment avec Tegan Knox, c'est elle qui a payé la télé à la famille Gargano derrière. Je sais pas si tu as vu cet épisode. Alors j'ai vu la télé cassée, mais j'ai pas vu qu'elle a repayé une télé. Et donc c'est une nouvelle, ou c'est un repackaging de quelqu'un? Ah non, 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 c'est une nouvelle, hein, je pense. Hein. D'accord, OK, bah, oui, effectivement, c'est pour ça que je l'ai pas vue alors, si elle est toute nouvelle. D'accord, ok. Donc, bon, bah écoute, de toute façon, voilà. En tout cas, les matchs sont entérinés, sachant qu'on va avoir un autre tour, toujours dans la Tag Team Division, quoi, puisque on va avoir Tony Storm aussi, qui fait son retour à NXT et qui nous a fait une petite promo enregistrée à l'avance avant de commencer le match du soir, qui va affronter Tony Storm, qui va affronter Aliyah. Bon, un match, là, pour le coup, alors on est passé des 12 minutes de Candice LeRae, Shotzi Blackheart, là, on passe à un match de 2 minutes 30. Voilà, face à Aliyah, qui sert souvent de chair à canon, hein, Aliyah, hein, qui est accompagné de Robert Stone, mais on ne peut pas dire que ça lui porte beaucoup de chance. Voilà, donc moi, elle colle son Storm Zero et match terminé, réglé. Tony Storm est de retour à NXT. On va dire qu'elle a fait un petit impact. Mais voilà, donc tu penses quoi de ce retour de Tony Storm, mon papy? Alors j'en pense rien du tout, je ne l'ai quasiment jamais vue catcher, donc j'attends de me faire mon avis au fur et à mesure des semaines. Par contre, effectivement, la Bovalia qui est en low card chez les filles, qui sert à se faire taper par tout le monde, et le pauvre clan de Stone là, qui a semblé enfin décoller avec Mercedes Martinez, mais qu'ils ont directement propulsé au main roster, où il semblerait qu'ils ont plus envie de l'utiliser. Aux dernières nouvelles, on la voit plus sur les images de Retribution. Donc, bon, je sais pas quoi dire, hein, de c'est quand attendons, enfin, je sais pas quoi dire de plus. Bon, écoute, si t'as rien à en dire non plus, c'est pas bien grave. Hein. Derrière, on va avoir un peu de coulisses avec William Regal qui est interrogé quand même sur la victoire de Candice LeRae un petit peu avec le point américain. Donc, c'est un petit peu de la triche quand même, quoi. Donc, bon, voilà, il est pas content de cette manière de faire, mais c'est l'arbitre qui a le dernier mot. Donc, voilà, le match entre Candice LeRae et Shirai aura bien lieu à Halloween Havoc et voilà, est bien officialisé. À ce moment-là, Regal, on peut dire qu'il va se faire intercepter par Xi Ali, la petite chinoise qui est toujours là à NXT, hein, qui de temps en temps a un petit match de mid-card, qui apparaît. Apparemment, là, elle a l'air bien motivée. Elle demande un match pour la semaine prochaine. Et Regal va lui dire qu'il va prendre sa demande en considération. Et du coup, Lee, alors elle est avec Big Boa. Alors je sais pas, c'était une nouvelle. Là, je t'avoue que j'étais un peu Big Boa, je connaissais pas vraiment. Et voilà, elles ont mis un peu la pression sur Regal toutes les deux, quoi. Mais voilà, le Regal, il est impérial hein, en général manager. Hein. Il dit ouais, non, mais vous inquiétez pas les filles, je vais y réfléchir, je prends les choses en considération.
Vous inquiétez pas, on en reparlera. Voilà, et finalement les filles, t'as vu, sur un NXT en pleine mid-card, on se retrouve avec 2 segments féminins, 2 matchs féminins, bon même s'il y en a un qui dure au moins de 3 minutes, mais les filles sont quand même assez présentes hein, pour le coup quoi. Ouais, alors par contre, Big Boss, c'est un garçon, hein, il me semble. C'est un garçon? Mais attends, t'es sérieux? Bah oui, Big Boss, je sens que c'est un garçon, il avait un joli costard et tout, J'ai même c'est pas percuté un moi. tu pas fait attention? C'est un Bon non, j'ai Chinois, même pas percuté. il fait partie des Chinois du Performance Center, donc je pense qu'il fait ses débuts, en tant que Ah mais c'est NXT ça, Superstar. mais ouais, mais j'ai dû confondre avec un autre segment. Ah ouais, parce que je me dis: «Qu'est-ce qu'il me raconte?» et tout. Mais mais non, c'est un monsieur Big Mais ouais, Boss. c'est un monsieur, t'as raison. Non mais je suis à la Ouais. ramasse. Oh putain, waouh, ouais, vous avez après il faut bref, ça aurait pu être une fille, mais en l'occurrence, c'est un monsieur Big Boa, Non mais ouais, je donc devais te lancer sur un autre qui truc et j'étais tellement lancé, j'avais tellement l'impression qu'il y avait des femmes de partout là que j'avais même rajouté une camarade féminine, Axie Ali. non, mais donc du coup, c'est un espèce il est un peu comme son garde du corps, son agent, son impresario, je sais pas quoi. J'ai l'impression que pour la première fois depuis des années que Kali est là, qu'ils vont se décider à faire quelque chose avec elle. C'est, Ah, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont enfin décidé de l'utiliser, pour autre chose que, montrer une chinoise dans le ring, tu vois? Donc, ah. bah, je l'espère pour elle, ça je la trouve pas terrible en termes de in-ring, mais bon, je trouve ça bien qu'on laisse quand même une chance à au moins une vraie histoire à un personnage pour essayer de se développer et c'est peut-être la chance à elle, donc, qu'elle la saisisse. OK, un peu, eh bah, écoute, on ne souhaite que du bien à Axie Ali, hein, des bisous à sa famille, tout ça, hein. Pas de problème. On veut pas avoir de problème avec la Chine nous, hein, à Catch Up, hein. Au contraire, venez chez nous, on sera un plaisir de vous accueillir. Les Chinois sont nos amis. Exactement. Allez, derrière, on enchaîne avec du catch quand même un peu, quoi. Et ce catch, ça va être du catch par équipe. Alors, on va avoir Imperium, hein, ancien champion par équipe, une équipe bien installée, dont le leader, Walter, a totalement disparu des écrans américains depuis le Corona Mania. Ils vont affronter une team un peu nouvelle qu'on aura vu un petit peu en coulisses au préalable pendant l'épisode, qui est en l'occurrence Killian Dane et Drake Maverick, quoi. Donc vraiment une team un peu à la, je sais pas, comparée à la Daniel Bryan et à la Kane, voilà, quoi, des physiques vraiment très très différents. Et c'est difficile parce que cette équipe-là, elle vient vraiment un peu de nulle part. Tout d'un coup, Drake Maverick a commencé à s'intéresser à Killian Dane et finalement, bah, il se dit qu'autant l'avoir en team avec lui et qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympa. Pour le coup, là, ils affrontent Imperium qui sont des sérieux, Eichner et Bartel. Et on va avoir un match qui finalement va être assez expédié lui aussi, puisque ça va durer que 3 minutes 50. Voilà, donc du coup, les anciens champions par équipe de NXT, eux, ils confortent leur statut d'équipier, d'équipe, de vraie équipe, j'ai envie de dire, en battant ceux qui n'en forment pas complètement une ou pas vraiment une, on sait pas trop. Derrière, à la fin du match, Bartel, il envoie Killian Day sur les marches en acier, quand même, c'est assez sérieux, et il place l'Imperium Implosion avec Fabian Eichner sur Drake Maverick. Hein. Alors évidemment, Drake Maverick, pour prendre l'épine, il n'y a pas mieux. Après le match, Imperium, ils vont quitter le ring. Dane commence à se relever, lui, à l'extérieur. Là-dessus, sur le ring, il va y avoir une petite surprise, puisqu'il va y avoir la team québécoise, Ever Rise, qui va arriver et qui va venir attaquer Drake Maverick. Ce qui va, malheureusement pour Everrise, ce qui va obliger Killian Dane à venir leur sauter dessus pour protéger Maverick et lui dire que finalement, personne n'a le droit de le frapper, à part moi. Alors ça, c'est une musique que j'ai déjà entendue à la WWE, je pense. Et tout d'un coup, leur thème va se lancer et ils vont quitter le ring là-dessus. Donc voilà, donc une défaite en fait de Killian Dane et Drake Maverick, mais finalement tout ça pour conforter ce fameux statut d'équipe tout à la fin du segment. Alors Papy, content de voir Dane et Maverick ensemble, tu t'en fous ou plutôt content du retour d'Imperium dans le game? Alors, c'est comment dire? C'est plus Imperium où je m'en fous parce que pour l'instant, ils ont affronté une équipe un peu de bouffons, donc je le considère pas encore vraiment dans le game. J'ai plus l'impression qu'ils étaient là pour avoir une vraie équipe face, à Dane et Maverick. Du coup, je vais plus insister mon point de vue sur Dane et Maverick. Ça peut potentiellement m'intéresser parce que les équipes dysfonctionnelles avec des physiques très différents, j'ai toujours trouvé ça marrant quand c'était bien fait. Reste à voir s'ils ont des idées derrière. A priori, j'ai l'impression que c'est Maverick qui a des idées de partout, vu qu'il je crois que c'est dans cet épisode-là où il propose des tenues, d'une musique, un logo, enfin qui propose plein d'idées, pour maintenir l'équipe, tandis que Kylian Dane est plus,
en mode, putain, je suis fait chier que je sois obligé d'être en équipe avec ce nain là, mais bon, mais est-ce qu'il s'attache pas un peu avec lui en disant: «Il y a que moi qui peux te taper?» Peut-être, peut-être, reste, Peut-être. je reste attentif à ça. Bah, du coup, ça fait un peu de monde dans la Tag Team Division. Tout ça, ça fait de l'animation, hein, voilà, le show a commencé avec un match, lié à la Tag Team Division pour déterminer le number one contender. On a des champions en place depuis un moment. Là, voilà, on a de la mid-card de Tag Team Division. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt équilibré et que voilà, bon, le match a vraiment été expédié par contre. C'est un peu ça que je regrette, quoi. Voilà, quoi. Ils auraient peut-être fait un truc un peu plus construit. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Derrière, de toute façon, on a le gros morceau de ce weekly qui nous attend, puisqu'en l'occurrence, pour cette baston du mercredi, la NXT nous a préparé un joli championnat nord-américain, le North American Championship, avec son champion Damian Priest, et qui va affronter Dexter Lumis, qui a un peu un title shot, un peu d'out of nowhere, mais qui traînait dans la picture depuis 1 ou 2 semaines, là, depuis son retour, et qui du coup, direct à son premier match pour le titre, face à un Damian Priest bien installé. On va avoir un match de 12 minutes 12, bien et tout à fait exact, mes amis, Pablo de Ketchup, 12 minutes 12 ce match. Et ça va être plutôt pas mal. Plutôt pas mal à tel point que Dexter Lumis va quand même prendre largement le dessus pendant un long moment. On commence même à se demander s'il va pas être sur le point de perdre le Damian Priest parce qu'il va subir plusieurs near fall. Je ne sais pas si c'est vraiment à contre-cœur ou s'il le fait parce qu'il pense que c'est le moment. Mais en l'occurrence, le match de championnat entre Gargano et Priest est officialisé pour Halloween Havoc avant que Shotzi Blackheart n'arrive pour dire que les stipulations de leur match de championnat seront déterminées par une roue, comme au bon vieux temps de la WCW. Voilà, on va déterminer la stipulation du match avec une roue qu'on tourne. C'est joli, c'est manège, c'est la foire, c'est le cirque, c'est la WWE, c'est NXT. Papy, tu m'entends? Je t'entends. Alors, j'ai eu un petit trou d'air pendant la description du match, mais je t'ai récupéré à la fin. Ah, Et donc, excusez-nous, on est en direct, on a des petits problèmes là de son ce soir apparemment. C'est le couvre-feu pour EDF peut-être ou pour les box, j'en sais rien. Depuis 21h, c'est la daube. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai que les problèmes ont commencé à partir de 21h, je confirme. On a des soucis. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on est dans des régions ou dans des métropoles qui sont confinées, qui sont couvre-feutées. Et donc, c'est un peu compliqué pour nous. Ouais, et puis bon, c'est la 14e édition, voilà quoi. Là, vraiment, on est vraiment dans le dur là. C'est vrai. Et donc, du coup, pour revenir au gros match, effectivement, Dexter Lumis, j'ai plusieurs fois cru qu'il allait s'imposer. Alors, ça m'aurait fait plaisir sans me faire plaisir parce que j'aime beaucoup les deux. Là, et Dexter Lumis et Damien Priest, ils ont tous les deux du bon catch, du bon physique, du bon personnage. Que demander de plus? Une bonne storyline peut-être? Ça va peut-être venir justement avec Dexter Lumis qui se fait assaillir par l'homme au chapeau dont j'ai oublié le nom, mais tu as dû le dire pendant la description que j'ai ratée. Et puis Damien Priest qui se retrouve encore avec Gargano, mais bon, avec une bonne stipulation, il y a moyen qu'il lui latte la tronche, hein. Donc je vais croiser les doigts pour que ça se fasse à Halloween Havoc et que Gargano prenne très, très cher. Parce que moi, voilà, je veux que notre ami Damien Priest continue sur sa lancée et qu'il devienne un peu ce que on en parlait avec Raphaël, je crois, en regardant Takeover, c'est qu'il devienne ce que Baron Corbin n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire un big guy, mais bon catcheur, quoi. Donc, allez, Damian, et puis allez, Dexter, bon retour dans le roster, bravo, c'était bien. Ah ouais, moi j'étais hyper content de ce main event. Franchement, 2 catcheurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit, je me suis dit, waouh, Dexter Lumis, il arrive tôt dans la title picture, mais d'entrée. Bon, effectivement, le match de championnat qui est programmé entre Gargano et Priest, finalement c'est une redite, hein, c'est une redite de Takeover. Donc Gargano s'incruste encore et encore et encore et encore et encore, comme toujours, quoi. Voilà, title shot après title shot après title shot. Comme je l'avais écrit, je crois, dans Discord, Gargano, il est là pour les 10 prochaines années à NXT encore, hein. C'est un virus, il faut s'en débarrasser. Donc voilà, ainsi s'achève ce NXT du 14 octobre. Victoire de Damian Priest dans le main event pour le titre nord-américain. Tout est bien dans le meilleur des mondes à NXT. Et donc, il va falloir changer de monde, les amis. Il va falloir switcher. Et là, nous allons passer à l'adversaire de la baston du mercredi de NXT, en l'occurrence la All Elite Wrestling. Alors,
La All Elite Wrestling, c'est un épisode très particulier. C'est le 55e épisode de Dynamite. C'est un an, voilà. Ça fait un an que la All Elite Wrestling a lancé ses programmes. Et voilà, et quelle année, hein, on peut dire, hein, parce que voilà, ils ont vécu l'automne et l'hiver, et puis derrière, confinement comme tout le monde, le Coronamania comme tout le monde, l'adaptation comme tout le monde. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'évident à gérer. Mon bon papy, il me fait plaisir, il a regardé la AEW. Je sais que ça faisait un petit moment que tu l'avais pas regardé, donc tu as pris un peu les storylines en cours de route. Exactement, mais bon, comme, on s'était un peu échangé récemment, donc je suis à peu près à jour de ce qui se passe, chez ces braves gens de l'élite et le wrestling. Les braves gens. Alors, on va quand même signaler d'entrée que le weekly commence avec les 4 titres de la compagnie qui sont défendus ce soir. Titre féminin, TNT Championship, Tag Team et le titre suprême détenu par John Moxley. Voilà, donc ça commence fort. Comme quasiment tous les mercredis soirs, l'AEW commence avec du catch et avec un match. C'est quasiment devenu une constante, quoi. Il y a, en général, un épisode commence avec le générique, peut-être des fois un petit rappel, une très courte vidéo, voilà. Et derrière, direct, on a un match. Et donc, on attaque l'opener avec le AEW Tag Team Championship, qui va voir s'opposer les champions en titre Dax Harwood et Cash Wheeler de FTR, les ex-revival de la WWE. Je le signale pour nos fidèles qui ne savent pas forcément qui sont tous ces catcheurs à la All Elite Wrestling. Ils sont accompagnés avec un Hall of Famer, en l'occurrence Tully Blanchard, et ils affrontent les Best Friends, qui sont les number one contenders de ce jour. On va avoir un gros match parce qu'on va avoir un match de 16 minutes 30 et ça, c'est aussi une récurrente à la All Elite Wrestling. Leurs openers sont souvent des gros matchs, souvent de la tag team. Et ça, on voit, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de monde autour du ring. Pendant le match, les deux équipes vont de toute façon sortir du ring. Il va y avoir des altercations avec les différents intervenants autour, comme Tully Blanchard. Il y a une borne d'arcade où jouent Kip Sabian et Penelope Ford et sur laquelle Trent va être envoyé salement. Il va pas être content derrière. Il va envoyer Penelope Ford derrière, qui va aller Kip Sabian qui va aller chercher on va en parler, de son ami, son nouvel ami, le best man, en l'occurrence Miro, ex-Rousseff. Voilà, les FTR, ils vont vouloir en finir avec leur finisher, le Good Night Express sur Trent, mais Taylor va venir empêcher cela. Ça va suivre avec un DDT sur Harwood. À ce moment-là, on se dit que les Best Friends commencent à prendre le dessus de plus en plus. Et ça semble bon, vraiment, gros sacrifice. Moi, j'aime beaucoup Trent. Hein. Par exemple, il y a un spot, je ne sais pas si tu as fait trop attention, mais où il y a Harwood qui va tenter une superplex de la 3e corde. Et il va en l'air, Trent, il va transformer ça en crossbody. Vraiment un super move magnifique, hyper bien exécuté dans le timing avec une retombée spectaculaire as fuck. Vraiment, enfin moi j'ai trouvé que ce match techniquement était du haut niveau. Je suis pas tout le temps moi un super affolé des FTR, donc à la rigueur j'étais plutôt dans le camp des Best Friends, j'avoue, sur ce coup-là. Et voilà, mais bon, finalement, hein, au bout de ces 15-16 minutes de match, Wheeler va vouloir attaquer Taylor avec l'une des ceintures. Celui-là va l'éviter. Wheeler va finalement parvenir à choper et à frapper Taylor avec le titre dans le dos de l'arbitre, bien évidemment, hein, dans le dos de l'arbitre. Ça permet à Harwood de faire le compte de 3. Victoire des FTR, il conserve, mais par la suite, on a le bon Miro qui débarque, qui va attaquer les Best Friends, il va attaquer les Face, et oui, quoi, qui s'en sont déjà bien pris cher. Et Kim Sabian, bien évidemment, va se joindre à lui. Et ainsi se finit, on va dire, ce segment de l'AEW Tag Team Championship. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet opener, Papy, de l'AEW? Je suis partagé sur cet opener parce Ah, qu'effectivement, pendant la grande majorité du match était plutôt, sympa à suivre, avec beaucoup de mouvements, effectivement les Best Friends qui sont plutôt spectaculaires. Mais alors par contre la fin, j'ai trouvé, très, répétée, ça manquait de fluidité en fait, cette fin, avec le segment dans la bande d'arcade, tout ça. Tu as l'impression qu'il sait pas trop comment se placer, qu'il faisait bah, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très fluide la fin. Alors, manque d'habitude entre eux parce que mine de rien les FTR ça doit pas faire trop longtemps qu'ils sont là quand même. Et puis en plus avant ils connaissaient surtout la WWE quoi, ils ont jamais trop fait le circuit indie il me semble. Et donc et puis là, bah, je sais pas, il y a eu des moments où je les limite ils étaient en train de se regarder ou comment se placer. Ça m'a un peu perturbé sur la fin du match.
Puis derrière, Miro qui arrive, qui casse tout. De toute façon, il était arrivé comme il, je pense, vu que l'autre, Kip Sabian, je sais pas quoi, il est heal aussi. Donc, c'est bien, au moins il est en destructeur. Alors ils ont pas pu dire la Bulgarian Brute, ils ont dit: «Ouh, la brute qui vient de Bulgarie». C'était bien trouvé, de la part des commentateurs. Mais voilà quoi, c'était, plaisant, mais un petit truc sur la fin qui était un petit peu trop, manque de fluidité, voilà. D'accord, OK. Manque de fluidité, en fait, pour le coup, Miro et Kip Sabian, ils vont directement rester dans le ring, puisqu'ils vont enchaîner avec un match tag team derrière, où ils vont affronter Sean Maluta et Lee Johnson. Donc finalement, ils sont venus, ils sont intervenus, mais ils sont restés sur le ring. Alors bon, évidemment, ça va être un match expéditif, un match de 1 minute 53. Miro va conclure le match. Alors là, je vais en dire un mot aussi après. Miro va conclure le match avec son game over sur Maluta, qui va abandonner. Derrière, Sabian va prendre le micro parce que c'est Sabian qui est vraiment à la tête du micro, j'ai envie de dire, dans ce trio-là. Et il va dire que voilà, les Best Friends, ils ont cassé leur truc, leur bien le plus précieux. Et ils vont se venger. Et Miro, bien évidemment, lui aussi, va vouloir se venger. Alors, c'est un squash, on est d'accord, hein, tous les deux. Mmh. Est-ce que toi, ça ne te pose pas un problème que Miro finissent ces matchs à la AEW exactement de la même façon que Rousseff à la WWE? C'est une régression de Rousseff, en fait. C'est-à-dire qu'il réutilise le même catch, il redevient heel, il est plus capable de parler anglais ou alors, en tout cas, il fait plus l'effort de parler anglais. C'est Rousseff, régression. Après, pour les gens qui regardaient pas la WWE, je pense que ça va pas trop les déranger parce que du coup, ils redécouvrent le personnage. Et c'est vrai que pour nous qui l'avons vu, à la WWE, là, on voit le jeune Rousseff revenir, c'est le Rousseff qui montait dans les tanks. Ouais, attendons, si après ça a un autre débouché que parce que Rousseff, ça s'était mal terminé avec une grosse défaite, là où il aurait peut-être dû, gagner. Espérons que pour lui ça se termine mieux que que ses débuts à la WWE, mais effectivement, c'est étrange comme choix de le faire totalement régresser dans son ancien personnage. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, personnellement, du coup, voilà, je te posais cette question parce que justement, c'est un de mes problèmes. Ça m'ennuie profondément de voir Rousseff faire l'accolade. Voilà, le game over, comme ils appellent ça dorénavant à la All Elite Wrestling. Je trouve quand même très dommageable qu'un catcheur ne se renouvelle pas en changeant de fédé et tout ça, et ne se renouvelle pas en particulier au niveau du moveset. Je pense que ça aurait été tellement simple avec les moyens physiques à un Miro. Il aurait très bien pu un peu se réinventer au niveau du catch en lui-même. Ça aurait été déjà ça. On l'a mis presque en sidekick de Kip Sabian. Voilà, sidekick monstrueux, certes, mais sidekick quand même. Et moi, j'avoue que ça me laisse pour l'instant un petit peu sur ma faim. Et voilà, je ne suis pas forcément très satisfait de comment il gère son ringside, entre les cordes. Miro, là, c'est assez surprenant. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous seront contentés par ça. Si c'est le cas, expliquez-nous ça dans les commentaires. Moi, je serais ravi d'entendre les avis sur ce nouveau personnage et ce Miro là, à la All Elite Wrestling. Qu'est-ce que vous en pensez à l'heure actuelle? Après, c'est pas le seul à garder son finisher, alors, je suis pas assez, mais Moxley, c'est pareil, il a toujours son finisher Ah, mais je suis d'accord avec toi. de la WWE, hein, qu'il a juste renommé pareil, en fait. Ils ont gardé des trucs en renommant le truc. C'est pas lié qu'à Miro, je suis totalement d'accord avec toi. C'est juste que là, on parle de Miro pour le coup, et que voilà tout à fait un catcheur que si j'avais en tant que booker, si je l'avais vu arriver, j'aurais dit bah tiens, on va changer 2-3 trucs quoi. On va changer 2-3 trucs sur tes fins de match. On va changer 2-3 trucs sur le micro. On va essayer un peu qu'on passe à autre chose, que Rousseff soit oublié et que voilà. Mais finalement, il fait exactement la même chose C'est Rusev Machka, hein, c'est tout, hein. ouais, on en est là. Alors d'autres qui sont en plein mashka là, pendant ce temps, c'est en coulisses et ça va être un peu le fil rouge pendant l'émission puisque Lance Archer, il en veut très très fort à Jon Moxley, hein, le champion, et puis parce qu'ils vont s'affronter ce soir. De toute façon, ça va être le main event pour le championship ultime, suprême de la All Elite Wrestling, et ça chauffe grave, hein, ça bastonne mais grave. Voilà, le Jon Moxley, il est balancé sur je sais plus quoi, sur une fly case ou je sais pas quoi. Il y a des officiels qui essaient d'intervenir pour faire cesser ça, mais Archer, il en a rien à foutre, il tabasse tout ce qui bouge. Alors lui, il est dans la baston du mercredi. Lui, il fait honneur à la baston du mercredi, quoi, hein. Parce que lui, tout ce qui bouge, il le démonte. Il y a même un mec à un moment, parce qu'il y aura 2-3 segments comme ça avant d'arriver au main event. Même un mec, je sais pas si tu as fait gaffe, mais à qui il a mis un coup de coude.
Waouh, le coup de coude Oui, était bien stiff. Et le gars, la tête il fait la tête d'un mec qui s'attendait pas d'un truc d'une telle force. et il a bien chopé là. Ah ouais. Et voilà, Hélène Sarcher, il va faire des dégâts en coulisses pendant toute l'émission, quoi. On revient sur le ring. On va avoir MJF accompagné de Wardlow, MJF qui est depuis plusieurs semaines. Alors, comme on ne s'est pas vu depuis quelques semaines, les amis, avec la baston, MJF, voilà, il est en pleine campagne pour essayer plus ou moins de caresser le poil de Chris Jericho, quoi, le démogod. Et donc, voilà, et en ce moment, il se retrouve beaucoup. Il a offert des blousons à l'Inner Circle, dont un qui ne va pas du tout d'ailleurs à Sammy Guevara et qui n'est pas du tout content. Alors, c'est assez étrange puisque MJF est heel, que l'Inner Circle sont heel. Que MJF tourne autour de tout ce beau monde. Il louange l'excellence de Chris Jericho, quoi. Et Oui. il lui donne un nouveau surnom. Il l'appelle le Ratings Ruler, quoi, carrément, quoi, rien que ça, quoi. Et voilà. Et il continue en expliquant difficilement, mais en expliquant quand même, quoi, qu'il voudrait bien travailler avec Jericho, quoi, et qu'éventuellement, ben, il serait prêt à rejoindre l'Inner Circle, quoi. Ortiz, pour le coup, prend le micro assez surprenamment et pour dire que direct que l'Inner Circle en veut pas. Et Jericho reprend le micro quand même et lui il dit que bon, l'Inner Circle ils ont besoin d'un temps pour prendre cette décision et que pour cela bah, il faudrait ni plus ni moins que se faire un resto avec MJF pour se faire un meilleur ami aussi, hein, pourquoi pas. Et MJF accepte ce resto. Alors pour vous situer, alors moi je regarde le show en version originale, je sais que toi aussi papy. Pour vous donner le tempo de ce segment, en fait, toute la blague autour de ce segment, c'est que Jericho et MJF parlent comme s'ils allaient régler ça sur le ring. Et finalement, quand on s'attend à ce qu'ils parlent d'un match, etc., mais tout ça, c'est sur le ton de la rigolade, de la plaisanterie. Et l'idée, en fait, c'est, bah voilà, non, on va pas régler ça sur un ring, en fait, on va régler ça au restaurant, quoi. Donc c'est assez. Enfin, moi, sur le coup, dans la version originale, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu, plutôt marrant, surtout sur la suite après où il va y avoir un petit segment avec Jericho et MJF. Donc, est bien chaud. La nouvelle de ce segment, c'est que MJF est totalement chaud pour rejoindre l'Inner Circle. On ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais en tout cas, il fait tout, le jeune, pour rejoindre le clan de Jericho, papy. On a envie, le jeune a envie de rejoindre un ancien quand même. Il a envie de rejoindre l'ancien, il a envie de mordre dans son steak, donc ils prennent rendez-vous, ils te date d'ailleurs, ils le disent à un moment. C'est marrant parce que c'est effectivement comme tu le dis, ils ont, vachement joué sur le doux du: «D'accord, toi, moi, la semaine prochaine, on se retrouve Ouais, et voilà, on ira ouais. au restaurant». D'accord, OK, et on va manger un steak. D'accord, c'est bien les gars, et après c'est marrant parce qu'une fois qu'ils ont, levé le coup de repas se battre, on va manger un steak, du coup ils sont tout tournés autour de la drague, tu sais, «Oui d'accord, on va manger un steak, on va être heureux, ouais d'accord», ils te date et tout, limite, ouais c'est la grosse drague de MJF pour rentrer dans le Inner Circle, qui est un clan, heel mais dont tu as le public qui chante la chanson de Judas de Chris Jericho, et qui le chante en entier, pendant de longues secondes, pendant l'entrée de Chris Jericho, et qui laisse faire. Donc quelque part, c'est ça me rappelle un peu le comment ça s'appelle là? Chez NXT, le Undisputed Era, qui à un moment affrontait, Imperium, et qui du coup ils étaient heal, mais c'était heal moins heal que les autres, on va dire. Bah là, c'est un peu Ouais. pareil. J'ai l'impression que Chris Jericho, son clan, il est heal, mais moins heal que MJF. MJF qui est petite ordure finie, ça on s'en doute tous. Je pense qu'il y aura d'autres rebondissements. Moi, les 2 me font marrer, donc effectivement, j'ai passé un bon moment comme toi. C'était plutôt plaisant, c'est du bon, de toute façon, moi, je suis plutôt très satisfait de ce que fait MJF depuis longtemps, et je le trouve en plus pas mal dans le ring. Donc lui, il me semble qu'il est très jeune aussi, donc lui aussi, c'est un bon petit gars d'avenir celui-là. Ouais, il faut souligner que c'était vraiment un segment de comedy wrestling et qui vraiment transpire le catch en version originale, quoi. Et qu'on comprend vraiment comment ils jouent avec le public et comment ils jouent tous les deux avec le micro pour mener à ce ouais, on va se faire un restaurant, voilà. Vous vous attendiez à une baston? Eh ben non, ça sera un resto avec un steak. Voilà, on va Ouais. mordre dans la viande. Et avec, on peut souligner aussi, tu as vu Chris Jericho qui apparemment, là, en 1 ou 2 semaines, va à la salle beaucoup plus sérieusement, a repris des abdos, apparemment il a perdu 3-4 kilos. Tiens, que se passe-t-il, Jericho? Il se prépare justement au restaurant pour se faire une grosse pitance. Ouais, par contre, il a un coup, mais c'est monstrueux là, le coup qu'il a maintenant, hein. Ah ouais, J'ai ouais, ouais, vu ouais. bon, c'est vieux Jericho, hein. Bon, après Oui, oui.
voilà, il est plus dans dans ses meilleures années, là, il est dans ses dernières années certainement. Et ouais, c'est C'est un vétéran. voilà, exactement. Donc bah, On qu'il se va fasse pas plaisir et qu'il nous fasse plaisir à nous aussi. c'est pas nous qui allons cracher sur les vétérans, hein. Ah bah non, et il est pas encore prêt à nous rejoindre dans la maison de retraite, mais je pense qu'il pourrait quand même commencer à regarder, visiter une chambre au cas où. Ça ne saurait tarder. Allez, on retourne en coulisses où on va avoir même pas en coulisses, on va avoir un petit segment vidéo. Alors là, je vais passer très vite là-dessus sur Dr Britt Baker qui est avec Tony Schiavone au spa. Voilà, où elle sera là pour nous présenter avec son paperboard ses règles, puisqu'elle présente ses nouvelles règles chaque semaine. Elle présente une règle. Et voilà, et la règle numéro 5 de cette semaine, c'est qu'il faut être la baddest bitch on the block. Et voilà, et Baker et Reba vont flipper ensuite en voyant que Schiavone, il est torse nu. Et voilà, c'est une vision d'horreur. Et il se fera épiler le torse à la cire à la fin du segment. Voilà, alors là, on ne peut pas dire que ça nous aura amené grand-chose. Donc, du coup, on va un peu l'oublier. Hein, papy hop, Alzheimer nous prend. TNT Championship, papy. TNT Championship. Le titre Ah! intermédiaire, l'équivalent un peu de l'Intercontinental ou de l'US pour la WWE. Le titre avec un catcheur que je sais que tu aimes, que je sais que tu affectionnes, l'ami, le Nightmare, Cody. Voilà, qui s'est teint à nouveau en blonde, hein, Eh qui est oui. accompagné de Arn Anderson et de la magnifique Brandi Rhodes. Il va affronter son challenger, en l'occurrence Orange Cassidy, qui est de tous les bons coups ces derniers temps, hein, qui est beaucoup présent à l'écran, quoi, après sa feud à longue distance avec Chris Jericho. Le voilà maintenant dans la title picture du TNT Championship. C'est un match qui se joue au meilleur des 20 minutes. C'est un match où il va y avoir alors toute la phase. Voilà, il ne va pas y avoir d'avantage décisif pris tout au long du combat. Il va y avoir toutes les phases qui sont, j'ai envie de dire, imposées par Orange Cassidy avec son catch lazy, quoi, lazy wrestling. Voilà, Ouais. tout le truc, je lève mes bras en l'air, je mets les mains dans les poches, je fais des roulades avec les mains dans les poches, je fais des sauts carpés avec les mains dans les poches. Donc voilà, tout ça, ça ralentit beaucoup le rythme. Alors, sachant que Cody, c'est quand même un catcheur qui a besoin de rythme. C'est un catcheur qui fait quand même 230 pounds, quoi, je crois. Donc, il y a déjà un bon différentiel de gabarit avec Cody. Il va y avoir quelques moves du haut de la troisième corde ou aussi sur la prod aussi qui vont être assez sympas, quoi. Parce que du coup, Cassidy est léger, donc quand Cody réussit à le choper, bah, ça peut faire mal. On va noter aussi que Cassidy utilise un Superman Punch, donc on appelle un Orange Punch. Et d'ailleurs que le champion va éviter une tentative d'Orange Punch pour vouloir partir sur un Crossroads. Mais finalement, ça, c'est contré en tornado DDT. Puis Beach Break pour un Nearfall. Du coup, Cassidy, il va tenter le roll-up. Il est en position de force. On est à la fin. On est à 19 minutes 57 secondes, 58 secondes. Il va tenter un tombé, mais le tombé, 1, 2, mais l'horloge retentit avant. Et du coup, on se retrouve avec un time limit draw, mon papy. On se retrouve avec un match nul. Un match qui aura été au bout des 20 minutes, donc vraiment un long match pour ce TNT Championship. Avec un Cody qui, comme d'habitude, hein, donne son corps à la science. On va en parler avec toi, là, je pense. Hein. Mais vraiment, moi, je suis toujours assez sidéré par les performances de Cody. Et voilà. Au final, Cody conserve sur un match nul. Qu'est-ce que tu as pensé de ce milieu de show, là, de ce match de milieu de show? Bullshit, Ah ouais, bullshit. bullshit. Ah ouais. Non, mais c'est Ah ouais, carrément. j'ai force le trait, mais alors déjà, il y a 4 matchs pour le titre. C'est bien, c'est bien. C'est le seul match qui avait une, limite à 20 minutes au lieu de 60 minutes, parce que les autres, ils avaient tous un 60 minutes time limit et lui, c'était 20 minutes. On sait pas pourquoi. Bah, maintenant, on sait pourquoi, c'est parce qu'il voulait du coup arriver à la fin du time limit. Le match, moi, Orange Cassidy, j'aime pas du tout son rythme. Je me fais chier pendant 19 minutes avec lui parce qu'en Ah. fait, il y a que la dernière minute où il a vraiment accéléré d'un coup, enchaîné les coups, qu'il a vraiment catché finalement. Et tout le reste, c'était il faisait ouais, je fais semblant de donner des coups de pied, je mets les mains dans les poches, je fais un saut carpé. Alors, et bien sûr, de temps en temps, c'est entrecoupé de belles prises, mais en fait, c'est comme si tu faisais rien pendant 1 minute, hop, une grosse prise. Rien pendant 1 minute, hop, une grosse prise. Non, mais il y a aucune, enfin, il y a du storytelling, mais c'est pas un storytelling du tout auquel j'accroche. Et moi, effectivement, j'adore Cody Rhodes. Chouchou, leader, il fait vraiment une espèce de prise. Je crois il monte sur les cordes comme pour faire son disaster kick, mais à la place, il fait une espèce de
de saut en arrière, puis il fait un stunner derrière en volant. Je sais pas si ça a marqué, moi ça m'a Ouais, marqué. ça me parle, ouais. Qui était très impressionnant comme coup, mais voilà, c'est ce genre de coup-là est super impressionnant, mais ça serait bien si c'était qu'il y ait des transitions en fait entre les prises. Là, c'est vraiment rien, une prise, rien, une prise, et du coup, bah, moi la mayonnaise, elle prend pas avec moi. J'arrive pas du tout à accrocher à ce match-là. Je m'en fous tout du long et j'attends qu'une chose, c'est qu'ils accélèrent sur la fin là. Effectivement, la dernière minute était très belle. Les 2 ont vraiment bien enchaîné dans la dernière minute, et tu te demandes pourquoi ils ont pas fait ça avant. Bah si, bah, on sait pourquoi ils ont allongé le truc et puis ils sont restés dans le personnage de Cassidy, mais le personnage de Cassidy, moi, bullshit, voilà. Alors moi, j'irais pas jusqu'à dire bullshit parce que c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, mais par contre, je comprends totalement ton ressenti par rapport à Orange Cassidy. C'est compliqué, pour moi aussi, par moments, ça m'agace. Il y a des moments où je trouve que c'est inutile, heu et que pour moi, c'est un comedy wrestler et que j'ai envie de dire que je le trouve quasiment trop haut dans la carte. Alors ça va peut-être faire hurler, les fans de comedy wrestling, hein, mais quasiment je le trouve trop haut dans la carte. Pour effectivement proposer un truc aussi lent face à un Cody Rhodes qui est quand même, à l'heure actuelle, dans une forme assez étincelante et puis que, bah, voilà, qui bosse sur son bébé quoi, hein, c'est le Dynamite, c'est son bébé. Ça fait 1 an, on n'oublie pas, hein, c'est le show anniversaire. Donc pour Cody, il est champion, TNT. Tu vois, j'aurais attendu un autre adversaire, un autre calibre d'adversaire pour Cody sur un événement comme celui-là. Voilà, donc c'est Orange Cassidy parce qu'il est dans la vibe, parce qu'il a affronté Chris Jericho, etc. Mais moi aussi, je suis dans l'agacement et que du coup, évidemment, je peux pas considérer que c'est un match fantastique, si tu veux. Loin de là, quoi. Mais voilà, mais c'est sauvé parce qu'il y a un Cody qui est là et qui raconte toujours bien des histoires et qui donne son corps comme jamais à chaque fois. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait toujours plaisir de voir des catcheurs se comporter de cette manière-là. Mais je Ouais. comprends que Cassidy soit totalement répulsif. Ouais, non, mais et effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est quelqu'un sur qui ils semblent miser. Ils ont donné une série de victoires contre Jericho, donc c'est quelqu'un qui est en plein push, mais voilà, moi je j'accroche pas à ce mec-là, donc j'espère pour lui, si jamais il va très haut, tant mieux pour lui, mais moi, en tout cas, j'aurais toujours du mal à accrocher à son style. Ouais, allez, écoute, l'avenir nous dira comment Orange Cassidy va finir dans tout ça. Mais en tout cas, Cody est un champion, voilà, combattant, qui tient son titre, voilà, qu'il a repris à Brody Lee. Voilà, là, il le conserve. Finalement, tout est bien dans le meilleur des mondes à la All Elite Wrestling pour notre ami le Nightmare Cody, quoi. On va avoir un petit segment rapide où on va voir John Moxley qui va se venger un peu de Lance Archer backstage, voilà, en venant attaquer le Lance Archer. Là, ça, voilà, hop, on se met un petit peu sur la tronche backstage. Là-dessus, on va avoir un petit spot avec Matt Hardy, qui va être avec Tony Schiavone, qui va nous dire qu'il voilà, il est tout simplement heureux d'assister à l'anniversaire de Dynamite, qu'il a une bonne nouvelle, qu'il est à nouveau pour la 757e fois à nouveau en bonne santé, qu'il est pour la 757e fois autorisé à remonter dans le ring. Mais pendant ce temps-là, il va y avoir une petite vidéo qui va être diffusée à l'écran et on va nous montrer quelqu'un qui est en train de brûler. Ah, des photos de Matt Hardy, ça c'est pas beau. Et on voit ensuite de qui il s'agit. Il s'agit tout simplement de Sammy Guevara qui reprend finalement leur rivalité là où il l'avait laissé. Et le membre de l'Inner Circle lui dit que lui, il s'arrêtera que lorsqu'il sera renvoyé à la maison pour de bon. Donc Matt Hardy a chaud aux fesses parce que Sammy Guevara a pas tellement envie de le voir revenir à la All Elite Wrestling. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah oui, on a la Tag Team Division qui est là avec les FTR qui sont sur le ring et plusieurs équipes qui sont sur la rampe. Et Tony Schiavone est présent pour annoncer pour la semaine prochaine le match Private Party versus Dark Order versus The Butcher versus The Young Bucks. Et les vainqueurs obtiendront ni plus ni moins un title shot contre les FTR au prochain pay-per-view de la All Elite Wrestling, en l'occurrence Full Gear. Ces équipes, elles vont toutes entrer sur le ring. Voilà, ça va se chauffer à mort. Et on va se retrouver un petit peu dans une super kick party puisque les Young Bucks vont commencer à distribuer des switch-in music dans tous les sens. Ça va être chaud pour tout le monde. Les Bucks vont être un peu aidés avec les private parties, mais finalement les équipes vont bien partir en brawl. Les deux équipes sortent les deux autres. Les Bucks ils finissent cependant par porter le super kick au private party également. Les Young Bucks se repositionnent dans la Tag Team Division, mon papy.
Qu'est-ce que tu penses de Mmh. ça? Bah, je les Young Bucks, je suis pas un fan absolu de leur style, donc je vais rien dire sur eux. Bah, c'est si ce n'est que, bah, les tournois, c'est toujours bien sympa les tournois, enfin les ou les c'est pas un tournoi en l'occurrence, c'est juste un Un Fatal match. 4 Way je crois, un Fatal 4 Ouais, ouais. entre 4 équipes. Je confonds avec le tournoi pour, le titre suprême Le qu'on tournoi pour le verra titre plus tard. suprême, on va en reparler, ouais. Ouais, sinon, bah, ouais, je suis alors par contre, tiens, tu vas pas me répondre. Le seul truc qui m'a un peu surpris sur ce segment-là, il y a pas un moment où Chris Jericho, disait qu'il rentrait en division tag team avec comment il s'appelle? Jack Hager, Oui, 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 si, et si, il l'avait annoncé, ouais. Ouais, ouais, il l'avait et du coup, annoncé. ils y sont toujours ou alors, parce que du coup, ils étaient même pas Mmh. sur la liste des possibles participants, au Fatal 4 Way. Bah, ouais, ouais, ah, ils ont pas été intégrés. J'aurais même pensé Ortiz et Santana aussi, tu vois? Mmh. Mais parce qu'il y a du monde. Ce que je trouve agréable à la All Elite Wrestling, à Dynamite, c'est que la Tag Team Division, elle est hyper vivante, quoi. Là, tu vois, on parle de 4 équipes. Au préalable, en début de show, on en avait 2 autres. Il y en a encore 2 ou 3 qui tournent. On a entre, Ouais, il y 8 a le Luchasaurus, et tout ça qu'on voit pas ouais, là-dedans. ouais, on n'a pas vu le Jungle Express. Il y a entre 8 et 12 équipes, tu vois, dans la division, par équipe qui tournent à la All Elite Wrestling et moi j'aime bien ça. Moi, de toute façon, on est, dans un bilan anniversaire. J'apprécie la Tag Team Division à la All Elite Wrestling depuis le début quasiment, de Dynamite, quoi. Moi, je trouve que c'est agréable. Il y a de la vie, il s'y passe des trucs, on organise des tournois, on organise des gros matchs. Le titre est régulièrement défendu. Tous les champions qui ont tenu le titre par équipe tiennent la route. Donc, moi, je suis plutôt satisfait de cette division. Ouais, c'est limite FTR qui est un peu en dessous, j'ai l'impression. Alors, il faut le temps qu'ils se fassent aux mecs et qu'ils affrontent, parce que mine de rien, tous les autres, c'était des gars qui se croisaient sur le circuit indépendant, si je dis pas de bêtises, ou au Japon, ou ci ou ça. C'est que là, FTR, c'est vraiment le produit pur WWE, donc eux, ils ont peut-être un peu plus de temps pour se mettre à jour par rapport aux autres. Mais voilà, attendons de voir. Donc, du coup, qui sortira vainqueur de ce Fatal 4-Way? Exactement, pour devenir les number one contenders des FTR. Sachant que la Tactic Division à la All Elite Wrestling a longtemps été dominée par Hangman Page et Omega qui étaient ensemble, qui était une team qui s'entendait pas super, mais bon, qui était censé être deux individualités de grands talents, ont réussi à tenir les ceintures longtemps. Là, depuis, on est revenu dans un schéma avec plus des équipes, voilà, des vrais tag team spécialistes. Et du coup, c'est plutôt bien, c'est plutôt animé, c'est plutôt pas mal. Allez, troisième titre défendu dans ce Dynamite, en l'occurrence le AEW Women's Championship. La championne, la japonaise Hikaru Shida, qui va affronter Big Swole, qui est pas mal dans la hype ces derniers temps, qui a été un peu en rivalité face à Britt Baker, qui a pris le dessus, mais c'était pas trop compliqué parce que Britt Baker était tout le temps dans le plâtre. mais du coup, à l'heure actuelle, les grosses prétendantes genre Nyla Rose sont pas trop là, un peu absentes, on sait pas trop avec le Corona, etc., où ça en est à ce niveau-là. Penelope Ford, elle est plutôt lancée dans un truc avec Miro et Kip Sabian, donc elle n'est pas tellement intéressée sur le titre. Elle a eu un title shot, mais elle a perdu déjà face à Hikaru Shida. Hikaru Shida, elle fait un beau run, elle est invaincue depuis un bon moment. Elle reste assez propre sur le ring. Je sais qu'elle est connue par ceux qui aiment le catch japonais, les Joshi, etc. Donc, globalement, elle fait le taf dans un match de 9 minutes face à une Big Soul qui n'est pas déméritante, qui est assez physique. Quelques comptes pas mal, quelques souplesses intéressantes. Voilà, la japonaise, elle est quand même assez supérieure, en particulier quand elle place son enchaînement avec le knee strike là, et puis le Falcon Arrow. Je trouve qu'elle fait un très beau Falcon Arrow d'ailleurs. Soul, elle va réussir à reprendre un peu ses esprits, elle va placer son Dirty Dancing. Ah oui, elle a un move qui s'appelle le Dirty Dancing pour un nearfall. Mais Sheila, elle va éviter la seconde tentative de Dirty Dancing, justement, et elle va porter ses fameux coups de genou à Big Swole pour conserver son titre. Et Hikaru Shida conserve le titre féminin, mon papy. Ouais, alors concernant le chat féminin, je vais pas te mentir en te disant que ce match m'a pas vraiment intéressé. Je Mais tu n'es pas là pour mentir, mon ami, tu n'es pas là voilà, pour donc mentir. voilà, je veux dire la vérité, et Au c'est aussi contraire. parce que au niveau de la division féminine, j'ai beaucoup de mal à identifier des vraies têtes d'affiche, bah, hormis la championne, mais les autres là, tu vois, Big Swole, je l'avais la dernière fois que je l'avais vue, moi, elle faisait effectivement, des matchs contre des assistantes de Britt Baker, enfin, c'était nul à chier d'ailleurs comme match, 1 contre 2 ou 1 contre 3. Je sais plus, mais qui était vraiment archi mauvais. Et donc, du coup, là, 2 semaines plus tard, je la vois challenger pour le titre suprême de la AEW. Je sais pas, imagine qu'il y ait une fille qui sache pas catcher qui affronte la championne d'Euro, par exemple. Est-ce que ça serait possible? Ah oui, merde, c'est ce qu'on a en ce moment.
Bref, ouais. Non, sincèrement, désolé, j'ai pas compris du tout, donc j'ai pas d'avis sur ce match-là. OK, bah ouais, hein, mais J'attends qu'ils construisent une vraie division avec des vraies têtes d'affiche. Il me semble qu'ils ont Ivlis, c'est ça, qui a signé, Iblis, ouais. Ouais, qui tout à elle a fait, du ouais. potentiel, donc peut-être que quand elle va commencer à catcher régulièrement, ça deviendra plus intéressant, mais là, sincèrement, j'étais pas intéressé. De toute façon, comme on est dans le bilan de la AEW, vu que c'était un show anniversaire, on a parlé de la Tag Team Division, on peut parler de la division féminine. Moi, en tout cas, c'est un de mes avis, un de mes constats, c'est que la division féminine est quand même relativement faible, et un peu le maillon faible du show depuis de la Fédé depuis un an. Il y a eu des trucs, il y a des trucs que j'ai trouvé pas mal. Il y a eu des moments pas mal, des périodes qui étaient intéressantes. Moi, je suis assez intéressé par Nyla Rose, par exemple, de toute façon. J'aime bien Hikaru Shida, la championne actuelle. Moi, je trouve que la japonaise, elle fait le taf. Mais voilà, ça manque autour. Voilà, Britt Baker, Big Swole, tout ça. Moi, je suis pas Brandy Rhodes quand elle est dans le ring. Bon, moi, voilà, je suis pas Brandy Rhodes, c'est une femme magnifique. Mais par contre, quand elle est dans le ring, elle ne m'intéresse absolument pas. Donc voilà, chez les filles, c'est plus compliqué. Penelope Ford est assez athlétique, elle fait des trucs intéressants, mais elle est cantonnée dans d'autres rôles, on va dire. Voilà, la division féminine reste faible à la All Elite Wrestling. Voilà, c'est leur projet de l'an prochain. On veut que d'ici 1 an, pour le 2e anniversaire, vous nous ayez fait une vraie division féminine. Et tu noteras d'ailleurs que chez les filles, il n'y a pas d'arrivée, ou très très peu. On a eu Deonna Purrazzo, on a eu Tainara Conti, qui s'appelle Tai, je crois maintenant, ou Taina, je sais plus. Mais on n'a que peu d'arrivées finalement de filles WWE qui débarquent à la Hot Wrestling. C'est plus compliqué le passage féminin. Le pont, Après, les filles qui partent de la WWE, c'est pas forcément les meilleures catcheuses. Après, il y en a pas tellement qui partent d'ailleurs. Mais laisser les quelques bonnes catcheuses à WWE, ils les gardent quand même bien au chaud, bien en main event. On les voit oh oui, d'ailleurs, c'est sûr. Ouais. on les voit souvent, hein. Je pense qu'elles sont bien chouchoutées. Ouais, ça va, il n'y a pas de problème. Et ben voilà, écoute, on aura une dernière vidéo récap pour nous parler un peu de la rivalité qui commence à s'établir là entre Scorpio Sky et Shawn Spears. Et tout de suite, on ne perd pas de temps, on enchaîne sur notre AEW World Championship, le main event entre Jon Moxley et Lance Archer, qui est accompagné du Hall of Famer Jack Roberts. Voilà, un no DQ match, hein, un no DQ match. À la table des commentateurs, on va avoir nos amis habituels, hein, parce que pendant tout le show, on aura donc, comme on a le trio Schiavone, JR Ross et Excalibur. Ils vont être rejoints par Eddie Kingston, qui est accompagné de Penta L0, parce que Pentagone, dorénavant, s'appelle Penta L0. No comment, je veux même pas commenter ça. Ah d'accord, je pensais que c'était une erreur quand il y a eu le tournoi où était marqué ça. J'ai dit tiens, ils ont mal tapé, on voit pas le nom entier. Ah non, il a changé de nom. Penta L0M, exactement, c'est. Ils ont remis les deux. RF Phoenix, quoi. Et donc voilà, qui sont en feud voilà, avec Jon Moxley, et ça va pas bien du tout. On va avoir un main event de 13 minutes où là, ça va envoyer quand même du très lourd, parce que là, on a deux beaux gabarits, mais on a surtout un Lance Archer qui est quand même un sacré monstre parmi les monstres à la All Elite Wrestling. Ça va s'envoyer d'ailleurs. Quand Moxley va vouloir envoyer du Suicide Drive, il va être chopé par Archer qui va le contrer en lui envoyant une poubelle dans la tronche. Il va remonter Moxley sur le ring, il va lui mettre un low blow, mais comme ça, quoi. C'est pas genre je me cache. Lance Archer, il se cache pas, quoi. Il fait un truc, voilà, quoi. Du coup, Moxley, lui, va quand même réussir, on sait pas trop comment, à se relever, à renverser la situation, à coller un premier paradigm shift sur plusieurs tables qu'ils avaient placées au préalable à l'extérieur. Archer, après ça, il va réussir à revenir doucement, péniblement sur le ring. Moxley va en profiter pour coller un second paradigm shift, pour un nearfall. Derrière, Moxley qui va quand même, je trouve, être bien offensif face à la menace quand même que représente Lance Archer. Il va réussir à coller un Bulldog Shock. Archer, il va s'en délivrer. Il va porter un DDT. Là, à ce moment-là, on se pense que là, ça va commencer à être bien chaud. Archer monte sur les poteaux avec Moxley. Il va porter son blackout pour un gros nearfall, quoi. Mais le champion va réussir à remporter le match. Alors là, voilà. Comment il a remporté son match? Comment il a remporté son match? Eh ben, il a remporté son match, les amis, avec un roll-up. Voilà. Rien de tel qu'un joyeux roll-up pour rester champion. Alors, placer un roll-up à un géant comme ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. Parce que d'ailleurs, Archer, il est archi furieux du résultat. Il est hyper frustré. Il est dégoûté, écœuré d'avoir perdu un match de cette manière-là, alors qu'il sentait qu'il avait à sa pogne le Jon Moxley.
Donc du coup, il va bien évidemment attaquer John en post-match. Kingston et les Lucha Brothers, ils vont quand même venir au soutien du champion. Alors ça, c'est un peu bon. Mais alors que Kingston, bien évidemment, il commence un peu à dire du bien, on va dire, de John Moxley, et ben finalement, il va lui porter un backfist et il va le placer dans un rear neck choke. Voilà, Eddie Kingston est un gros salopard. Eddie Kingston vient pourrir le main event de Dynamite avec ses sidekicks qui sont les Lucha Brothers. Et moi, je vais en parler après, mais je suis effondré de ça. Et je te passe la parole, mon papy. Qu'as-tu pensé déjà de ce match, quoi, de ces 13 minutes de main event entre Archer et Moxley, et de ce final, Alors bon, le final roll-up, quelque part, c'est pas si mal parce que Archer, j'étais en train de me faire la réflexion en regardant le match. Si il était indestructeur puis qu'il chopait une défaite à son premier match pour le titre TNT, puis une défaite à son premier match pour le titre AEW, ça aurait comme tué son personnage. Alors il prend une défaite, mais par roll-up, une défaite par tombée. Ça aurait été une catastrophe, je pense, pour son personnage et je pense qu'il aurait du mal à s'en relever. Là, un roll-up, il peut être surpris, voilà, il est toujours aussi fort et au moins il peut continuer à rôder autour du haut de la carte. Pour Je le suis reste, d'accord. le match était plutôt plaisant, bonne rivalité entre les 2. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon main event, à l'AEW. Je me demande même si j'en avais déjà vu un, en fait. Parce que c'était soit des matchs, trop courts, soit des matchs, pas du tout bookés. Je me souviens par exemple du match sur le, parking là, quand je comprenais pas d'où il venait. Là, au moins, on en a eu un fil rouge pendant tout le show, donc du coup, pour bien te faire comprendre que c'est rivalité entre les 2, c'est du classique, hein. Ils ont vraiment pas révolutionné le truc, mais au moins, tu sais que c'est un match important. Tu vois? Un mec comme moi qui a raté quelques semaines, bah, il arrive: «Ah, ces 2-là, ça va y aller, hein». Ils arrivent en main event, ils sont tous les 2 super vénères, ils se battent avant même que ça démarre. Enfin bref, c'était du bon main event. Après, le beatdown post-match de Eddie Kingston et ses 2 acolytes, alors moi, je crois que je l'avais déjà dit ou en tout cas si je l'ai pas dit, je le dis maintenant, ça me fait fortement penser au Hurt Business, ce clan avec Eddie Kingston, avec un mec qui est hors shape et puis qui parle tout le temps et des gonzes qui se battent pour lui, heu, mais en moins bien parce que Eddie Kingston, moi, j'ai du mal à l'écouter, quoi. Je le trouve pas super intéressant, quoi. Il parle beaucoup, hein, il a du débit, mais j'ai le coup du: «Ah oui, tu es mon ami, Moxley, je te crois, tu es mon ami». Je croyais pas du tout, tu vois? Ouais, bah ouais. J'ai du mal à être convaincu par ce qu'il raconte, en fait et donc du coup, bah, voilà, donc je trouve ça un peu dommage qu'il se retrouve au niveau du champion du monde, en fait, ce gars-là. Parce que pour moi, il est en dessous. Je sais pas, tu vois, quand, MVP quand Lashley va affronter, Drew McIntyre, désolé pour la parenthèse WWE, mais c'est pour faire mon point. C'était Lashley qui affrontait Drew McIntyre. Ça, c'est pas MVP. Ouais, Là, ouais. c'est Eddie Kingston qui se retrouve, limite on pense que c'est lui parce qu'il a jamais abandonné, parce qu'il a jamais perdu, qu'il va affronter Moxley. J'espère pas qu'il y aura ce match-là parce que ça me ferait bien mal à mon cœur. Et toi, ton cœur, il saigne du coup avec ces Ouais, ouais, nouveaux, ouais, moi je suis pas rumors? très content à vrai dire, hein, je t'avouerai, hein. Je t'avoue que là, moi, il y a pas mal de déceptions là. Alors pas de déception, sur le match parce que moi j'ai beaucoup aimé le match. Donc moi franchement le match j'étais dedans, c'était cool, ils étaient en fil rouge. Voilà, ils se sont mis grave sur la gueule en backstage. Là on était vraiment dans l'esprit de la baston du mercredi, voilà quoi. Les gars, ils se détestent. Voilà, ils se chopent l'un après l'autre dans les couloirs, ils s'en mettent plein la tronche, ils se balancent sur des fight cases, ils se balancent sur des tables. Finalement, voilà, le climax, ils arrivent au main event, ils sont chauds à mort, ils installent des tables, il y a des chaises, il y a des poubelles, tu vois, il y avait le total package dans ce match, quoi. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Comme je l'ai signalé pendant le play-by-play, le roll-up, finalement, ça se termine sur un roll-up, mais je suis pas contre. Voilà, je trouve que ça préserve Lance Archer. C'est malin de la part de John Moxley. Voilà, comment se débarrasser d'un monstre, et bah des fois, rien de tel qu'un bon vieux roll-up. Autant quand c'est surutilisé et surabusé, comme dans le 24/7 Championship. Bon, là, d'accord, mais là, pour le coup, c'est plutôt malin et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et après, voilà, moi, j'arrive sur le pire, hein. C'est-à-dire que moi, Eddie Kingston, alors là, je suis désolé, mais moi, ce gars ne me fait aucune impression particulière. Effectivement, il y a cette ambiance gangsta, voilà, parce que je mets des bandanas sur la tête, des pantalons larges et tout ça, il est pas mal à l'aise au micro, loin de là, hein. Il a pas mal de flow, pas mal de débit.
Mais voilà, il m'inspire pas du tout. Je sais pas, je lui trouve rien. Il y a rien qui se dégage. Et puis, non seulement il y a ce problème avec ce Eddie Kingston, mais il y a le problème que ses sidekicks, c'est les Lucha Brothers, quoi. Et pour moi, les Lucha Brothers, ça fait partie du top 5 mondial des meilleures équipes de catch, quoi. Et voilà, ils seraient dans n'importe quelle promotion. Ils sont capables de sortir des grands matchs de Tag Team Division. Ces deux gars-là, ensemble, c'est du sucre, c'est du plaisir. Et ils se retrouvent, en plus, ils n'ont pas de micro. C'est des Mexicains, ils n'ont pas de micro. Donc, ils ont besoin de briller par leurs actes dans les cordes. Et quoi qu'ils soient utilisés en heel, il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec le fait qu'ils soient heel. Mais il faut les utiliser entre les cordes. Il faut en faire des contenders dangereux. Et là, c'est des pauvres sidekicks de Eddie Kingston, quoi. De Eddie Kingston, mon pauvre papy, quoi. Et oui, c'est joyeux, hein. Je suis dépité, je suis effondré, je suis triste. Voilà, je suis triste. Bah, je compatis parce que franchement, c'est vraiment pas engageant comme clan. Et en plus, je crois qu'ils vont s'affronter l'un contre l'autre, les deux frangins, au tournoi pour Ouais, la c'est pour ceinture. le tournoi qui va désigner pour la ceinture. Pour la ceinture Après, suprême, voilà le nouveau number one contender. Il y a effectivement un tournoi avec quart, demi et finale. ça peut peut-être finir en bataille frère contre frère, hein, on peut espérer. Et les batailles frères contre frères, surtout avec Ah deux ça gros oui, montés dans le ring, ça peut t'envoyer du lourd, hein. mais ils ont déjà eu, je connais déjà, si tu veux. C'était à la Lucha Ah mince. Underground, ils se sont affrontés. Ils se sont Ah les affrontés. coquins, les coquins. Ils ont eu une première rivalité frère contre frère. Sauf que c'était la Lucha Underground, donc c'était un autre univers. Donc bon, écoute, hein, mais là, voilà, moi je suis juste totalement atterré que ces gars si talentueux soient relégués à un rôle de sidekick d'Eddie Kingston. J'aurais quasiment préféré les voir dans le Dark Order, quitte à choisir, Ouais, les voir dans un clan, tu vois. ouais, Mais c'est là, dur, hein. ouais, là c'est dur. Là, franchement, là, moi je suis, pour moi qui suis un fan de ces deux catcheurs là, que je suis depuis des années, quoi. Voilà, vraiment, Pentagone et Rey Fenix, c'est des catcheurs que je suis depuis, je dirais, bien 10 ans maintenant. Et c'est des gars qui sont passés quand même dans tout l'indie, hein, la Lucha Underground, mais aussi à Impact, à la CMLL, à la AAA. Voilà, qui ont des rôles toujours importants partout où ils passent. Et là, les retrouver en simple sidekick, ah là là, mais non. Et comme là, ça Ouais, fait plusieurs semaines que ça dure, eh ben non, ah, et bim, bam, boum, carton rouge, le tonton Chris, là, ça passe pas du tout, ça. Ça ouais, passe c'est pas pas du tout. bon. Et tu vois, en fait, il leur fallait un micro, je pense, parce que comme tu dis, ils parlent pas. Et par contre, tu vois, il y a un autre plan, je crois, avec Taz qui se balade, qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Mais Taz avec eux, ça aurait été bien mieux, je pense. Tu vois, parce qu'au moins, tu étais sûr qu'ils catchent jamais. Et là, ils auraient pu avoir un mec qui parle et eux qui font le spectacle, quoi. Mais Ouais, là, puis Taz, il a Cage dans son écurie. Et Cage, il a la ceinture un peu officieuse de la FTW. Taz, ça aurait pu l'intéresser d'avoir une tag team comme Pentagon et Phoenix et pour aller un peu chatouiller du côté du titre par équipe, quoi. Et mmh. ils ont eu des title shots au tout début, puisqu'on est toujours dans le bilan anniversaire. Au tout début, les Lucha Brothers, ils ont commencé avec des title shots et tout ça. Mais voilà, là, ils se retrouvent dans une position. En plus, si tu veux, ça m'inquiète pour la suite de la title picture, hein, ce segment de fin, parce que ça veut dire que Eddie Kingston va donc être impliqué beaucoup dans le main event. Et moi, je te le dis direct, mon papy, j'en ai pas envie. Ah non, mais moi, je crains qu'il soit le prochain contender. On verra, mais Ah je crains j'ai aussi. une Hein. grosse crainte. Je crois qu'on est parti pour, hein, mon papy. Hein. Je Aïe, crois aïe, qu'on aïe, est aïe. parti pour. C'est Enfin pas bon, ça qui va me faire regarder les AEW encore plus souvent. ça va être dur de tenir des bastons régulières à ce rythme-là. Allez, on y croit. Allez, on passe au vote. Le vote décisif de la team catch-up pour la baston du mercredi. Mon papy, c'est toi qui as le terrible honneur de voter le premier dans cette 14e édition de la baston du mercredi. Alors, vers qui vas-tu aller? La NXT, la AEW ou le match nul, le draw? Alors, suspense. Je crois que j'ai fait beaucoup de draws pour l'instant. Et là, j'étais parti, encore une fois, sans trop avoir d'avis. C'est bien d'échanger avec toi parce que du coup, j'arrive à me faire mon avis au fur et à mesure des discussions. Et là, finalement, en fait, le choix est bien plus simple que je pensais parce qu'il y a un show où j'ai eu beaucoup de matchs qui me plaisaient, et enfin plusieurs en tout cas. Et un où, bah, si, il y a un beau main event, mais un peu gâché par la fin, et le reste est pas a des défauts en fait partout. Il y a aucun truc qui est parfait, un segment parfait, hormis un segment micro entre Jericho et donc MJF. Et donc du coup, bah, tu t'en doutes, je vais donner mon point à NXT grâce à son très bon
match final sont aussi bons. Match pour le Gargano contre Machin Chouette était pas mal aussi, là, Austin Theory. Et il me semble qu'il y avait eu un autre match, j'ai déjà oublié forcément, je suis vieux. Et un match en opener qui était pas mal aussi de mémoire. Mais bon, bref, il y a eu des bons matchs NXT. Bon, si on oublie le Cruiserweight qui est chiant comme la pluie, le reste est très bien. Donc, point pour NXT. Ah ah! Eh ben, écoute, moi j'étais partagé et je reste partagé. Parce que j'ai plus. Voilà, comme tu l'as dit, finalement c'est assez équilibré. Je trouve qu'il y a plusieurs matchs qui peuvent être mis en balance d'un côté comme de l'autre. Il y a au niveau de match pur, les deux main events, le Damian Priest versus Dexter Lumis et le Moxley versus Lance Archer sont pour moi deux bons matchs. Je mettrais quand même un avantage à la division féminine de toute façon de NXT, sans aucun doute. De toute façon, quand on voit la profondeur des segments féminins par rapport à ce qui se passe aux 9 minutes de match finalement auxquelles ont droit les filles à la IW, on sent là vraiment qu'à NXT, on est au point au niveau de la tag team féminine, de la division féminine, pardon, alors que bon, à la IW, on continue à tâtonner. Donc il y a quand même plus de qualité à NXT de ce côté-là. Mais voilà, c'était un show dense à la IW. Il y a les 4 titres défendus. Moi, j'aime bien quand ça bagarre comme ça. Donc, du coup, j'ai trouvé que ça rendait l'épisode quand même vivant. On avait toujours ce truc avec les 4 ceintures défendues. Et du coup, je reste dans l'équilibre. Donc, de ce fait, je vais donner un match nul. Mais comme toi, tu as donné ton point à NXT, c'est NXT qui l'emporte dans Ça faisait longtemps. du mercredi. Ça faisait, oui, peut-être relativement longtemps. Je crois qu'on sortait peut-être de 1 ou 2 matchs nuls. Ouais. Ah non, on sortait d'un match nul et d'une victoire de NXT déjà. Ah, donc, d'accord. mes amis, Oh là là. oui. Donc, pour cette 14e édition, on se retrouve donc avec une victoire de NXT. Le match nul de ma part et le point pour Papy pour NXT, ça nous donne du NXT victorieux. Ça nous donne un score donc de l'AEW à 6 victoires. La NXT qui passe à 5 victoires, donc là ça se serre très très fort, et 3 matchs nuls. Voilà, le compte est bon, on est tout bon. Ça nous fait là ça nous fait une vraie baston là. 6-5-3 là, on a un vrai débat là. Un vrai débat. Alors je pense que j'ai naturellement plus d'affinité avec NXT vu que je suis plus à la valeur du produit WWE. Mais en tout cas, tant mieux si ça se resserre. Et je sais que c'est pas le cas au niveau des ratings parce qu'il me semble que l'AEW est fort en ce moment. Mais sinon, voilà, c'est bien. On aura du suspense pour la prochaine fois du coup. Ah, c'est clair, et puis c'était bien. Enfin, moi, globalement, je suis plutôt satisfait de mes soirées du mercredi. Je trouve que la concurrence est plutôt sympa entre les deux. Moi, je regarde les deux shows, donc bien évidemment, sinon on serait pas là pour faire la review, peuple de catch-up. Mais du coup, moi, je me contente bien avec ces deux shows. Je les regarde, je suis plutôt impliqué dans le truc. Et je suis assez contenté. C'est pas toujours génial. Il y a des trucs à revoir, il y a des trucs qui vont pas. Voilà, on s'est plaint du main event, on s'est plaint de certaines choses, mais ça reste quand même une baston du mercredi assez solide. Et c'est plutôt intéressant. Alors, pour terminer la note un peu après le vote, les chiffres, les statistiques, on va parler des ratings. Mon papy, je les ai gardés exprès pour la fin, après le vote, qu'on ne soit pas influencé. Et c'est donc en l'occurrence la AEW qui remporte la bagarre des mercredis avec 826 000 téléspectateurs de moyenne, alors que NXT lui a fait 651 000 exactement. Alors pour la NXT c'est pas mal puisque c'est une augmentation, ils étaient à 639, ils sont passés à 651. Du côté de la IW, ça fait une grosse, quand même, il y a une grosse montée, puisqu'ils étaient à 753 000 la semaine dernière et ils sont remontés à 826 000. Donc ça leur fait une belle remontée dans les ratings. Et sur la fameuse tranche des 18-49 ans, très cher à nous les anciens, c'est un 0.30 qui est réalisé par TNT, alors que USA Network a fait qu'un 0.17. Donc vous voyez, oui. Demo God, le Chris Jericho, les anciens, ça marche encore dans les ratings. Voilà. Donc, mais ils ont une grosse concurrence eux aussi, les mercredis, parce qu'ils ont, on n'en parle pas souvent, mais en fait, il y a la Major League Baseball qui est sur Fox. Et le baseball aux États-Unis, voilà, c'est genre une institution. Ça rigole pas, c'est pas comme chez nous. Ah ouais, non, c'est pas du tout. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, les prochains événements vraiment importants pour la NXT, pour la IW, c'est Halloween Havoc le 28 octobre pour NXT, c'est Full Gear
pour la All Elite Wrestling. On essaiera de se retrouver d'ici là pour une baston. D'ici là, pour pouvoir commenter toutes nos bastons du mercredi, nous laisser des commentaires et en discuter avec nous de cette review de la baston du mercredi du 14 octobre 2020. Vous pouvez nous retrouver sur tous les bons réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous nous retrouvez sur notre site officiel catchup.lepodcast.fr. Bien évidemment, sur YouTube, dans la version podcast, bien évidemment, mais avec des vignettes magiques de la part de notre équipe technique. Et donc, vous nous retrouvez, activez la cloche, mettez-vous des pouces, mettez des commentaires. N'hésitez pas. Vous nous retrouvez bien évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Mon bon papy, tu es l'instigateur de la victoire de NXT dans cette review de la baston du mercredi #14. Honneur te soit rendu. Et oui, je sais, et un jour vous apprendrez que je suis Johnny Gargano, mais ça, ce sera pour une prochaine émission. Un secret durement gardé dans l'équipe Catch-Up. Allez, ainsi s'achève cette édition. On vous fait plein de bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut mon papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catcheur. A little bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Bon là, je vais avoir besoin de Doliprane, de pansements.